Nous avons vu lors des cours précédents comment les gènes s'exprimaient dans les cellules au travers des processus de transcription et de synthèse protéique. Nous allons à présent aborder dans le chapitre suivant la régulation de ce processus, ce que l'on appelle la régulation de l'expression génique. Les gènes ne sont pas tous exprimés de manière continue et constante dans les cellules. Le processus d'expression est contrôlé, régulé. Comme on le verra, ce contrôle peut intervenir aux différentes étapes du processus d'expression. Dans un premier temps, nous parlerons des processus de régulation d'expression génique chez les prokaryotes, puis nous effleurerons la régulation de l'expression génique chez les eucaryotes. Chez les prokaryotes, la régulation de l'expression génique permet aux organismes unicellulaires de se multiplier dans un milieu extérieur qui peut être très variable et changer rapidement. Les bactéries doivent être capables de s'adapter rapidement au changement de milieu et être capables d'adapter leur vitesse de multiplication, donc de croissance, en fonction de ce milieu. Donc, les objectifs de la régulation de l'expression génique sont l'exploitation optimale des molécules disponibles dans le milieu de culture, la synthèse intracellulaire des molécules manquantes et indispensables à la survie de la bactérie, et l'économie des ressources. La régulation de l'expression génique peut intervenir à toutes les étapes du processus d'expression. C'est ce qui est décrit sur ce schéma. Ainsi, la transcription peut être contrôlée. On parlera alors de contrôle transcriptionnel. On observe que le contrôle de la transcription s'effectue essentiellement au niveau de l'étape d'initiation. Et on y reviendra dans les diapos suivants. On peut également observer un contrôle de la traduction, donc de la synthèse protéique. Par exemple, la quantité de ribosomes associés à un ARN messager peut être contrôlée. On peut également jouer sur la durée de vie de l'ARN messager. Un ARN messager relativement stable sera traduit plus longtemps et permettra la production d'une quantité plus importante de protéines qu'un ARN messager instable et dégradé rapidement. Enfin, on peut également observer un contrôle post-traductionnel. La protéine synthétisée est inactive. Une étape d'activation est nécessaire. Cette étape d'activation consiste souvent en une modification chimique de la protéine, par exemple phosphorylation, ou une association à d'autres sous-unités protéiques. Chez les prokaryotes, on observe également des boucles de rétrocontrôle. Par exemple, une protéine peut inhiber la transcription de son propre gène. Bien que la régulation de l'expression génique puisse intervenir à toutes les étapes du processus, on observe que chez les prokaryotes, le principal point de contrôle est l'initiation de la transcription. Si l'ARN polymérase se lie efficacement au promoteur, il y aura production d'une grande quantité d'ARN messager et donc de protéines. Par contre, si la fixation de l'ARN polymérase au promoteur est inhibée, on produira peu ou pas d'ARN messager et donc peu ou pas de protéines. Au niveau de ce cours, nous décrirons cette étape de contrôle en détail. Puis nous verrons un exemple de régulation lié au couplage transcription-traduction chez les prokaryotes.
Cette régulation est appelée l'atténuation. Comment peut-on réguler l'accessibilité de l'ARN polymérase au niveau du promoteur? Le facteur sigma de l'ARN polymérase reconnaît au niveau du promoteur la boîte Tata ou boîte Privno et la séquence -35. Des séquences consensus ont été définies pour ces deux régions. Elles sont reconnues fortement par le facteur sigma et donc la transcription pourra être abondante. Si les séquences présentes au niveau des régions -10 et -35 présentent des différences importantes vis-à-vis des séquences consensus, la reconnaissance par le facteur sigma se fera moins bien et la transcription sera moins importante. La variabilité des séquences dans ces deux régions définissent le niveau de base de transcription du gène, donc l'accessibilité de l'ARN polymérase. L'initiation de la transcription, la fixation de l'ARN polymérase au promoteur, peut également être contrôlée par des protéines appelées facteurs de transcription. Des protéines sont capables de bloquer l'accès de l'ARN polymérase au promoteur, comme décrit dans le petit b du schéma. Ces protéines sont appelées des répresseurs. D'autres protéines vont faciliter l'accès de l'ARN polymérase au promoteur et sont appelées des activateurs, comme décrit dans le petit c de la figure. Les promoteurs de certains gènes sont sous le contrôle à la fois d'activateurs et de répresseurs. On parlera à ce moment-là de contrôle combinatoire. Cela permettra à la cellule d'intégrer plusieurs signaux intra- ou extracellulaires. Pour résumer, on peut définir deux mécanismes de régulation de l'initiation de la transcription. Un mécanisme de régulation négative, faisant intervenir une protéine répresseur qui, lorsqu'il est lié au promoteur, bloque l'accès à l'ARN polymérase. Un mécanisme de régulation positive, faisant intervenir une protéine activateur qui, lorsqu'il est lié à proximité du promoteur, favorise la fixation de l'ARN polymérase. Nous allons voir plus en détail comment fonctionnent ces systèmes de régulation en étudiant les mécanismes de régulation de l'opéron lactose. Cet opéron regroupe des gènes impliqués dans le catabolisme du lactose. La régulation de l'opéron lactose a été décrite par François Jacob, Jacques Monod et André Wolf dans les années 60. Ils ont été les premiers à décrire un système de régulation de la transcription des gènes. Ils ont proposé l'existence de deux classes de gènes qu'ils ont différenciées par leur fonction. Les gènes de structure, qui codent pour les enzymes du métabolisme du lactose, et les gènes régulateurs, qui codent pour les activateurs et répresseurs, qui contrôlent l'expression de l'opéron lactose. C'est à partir de ces travaux qu'est né le concept de régulation de l'expression génique, qui leur a d'ailleurs valu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1965. Mais nous devons d'abord introduire la notion d'opéron. Un opéron regroupe plusieurs gènes placés l'un à côté de l'autre le long du chromosome bactérien. Sur ce schéma, ces gènes sont notés E, D, C, B et A. Ces gènes sont sous le contrôle d'un unique promoteur
situé en amont de l'opéron. À partir de ce promoteur, un long ARN messager portant l'information des différents gènes de l'opéron sera produit. Cet ARN est appelé ARN messager polycistronique. Cet ARN messager polycistronique permet la synthèse simultanée des différentes protéines codées par les gènes de l'opéron. En général, les gènes regroupés au sein d'un opéron codent pour des enzymes impliquées dans une même voie métabolique. Cela permet à la cellule de coordonner l'expression de ces enzymes. Notez que les opérons sont des structures qui n'existent que chez les prokaryotes. L'opéron lactose est constitué de 3 gènes, LAC-Z, LAC-Y et LAC-A. Ce sont donc 3 gènes de structure impliqués dans le catabolisme du lactose. Ces gènes codent respectivement pour les protéines bêta-galactosidase, perméase et transacétylase. La perméase est localisée à la membrane de la bactérie et permet au lactose de pénétrer dans les cellules. La bêta-galactosidase hydrolyse le lactose dioloside en galactose et glucose, donc 2 oses simples qui seront alors métabolisées par la cellule. Cette réaction est décrite sur le schéma à droite de la diapo. La transacétylase, aussi appelée bêta-thiogalactoside acétyltransférase, transfère un groupement acétyl du coenzyme A sur le galactose. Dans cette expérience, on mesure la quantité d'enzymes de l'opéron lactose et leur vitesse de synthèse au cours du temps. Au début de l'expérience, il n'y a pas de lactose dans le milieu de culture et les enzymes de l'opéron lactose sont très faiblement exprimées. Au temps zéro, on rajoute du lactose dans le milieu de culture. La quantité d'enzymes de l'opéron augmente très rapidement dans la cellule. On dira que l'expression de ces enzymes est induite. On parlera d'induction. Si après 10 minutes, on retire le lactose du milieu de culture, la synthèse des enzymes s'arrête très rapidement, comme l'indique la courbe rouge. On dira que l'expression est réprimée. On parle donc de répression. En effet, dès que l'ARN messager cesse d'être produit, il disparaît de la cellule, car comme on l'a vu précédemment, les ARN messagers ont une durée de vie très courte. Notez, comme l'indique la courbe noire, que les enzymes présents dans la cellule au moment où on retire le lactose subsistent pendant plusieurs minutes. Ces protéines sont relativement stables. L'expérience décrite sur ce graphique a été réalisée dans un milieu de culture dépourvu de glucose. En présence de glucose, l'induction des enzymes de l'opéron lactose n'a pas lieu. En effet, le glucose est une meilleure source d'énergie que le lactose. Et la bactérie utilisera le sucre qui lui permet de croître le plus rapidement, donc le glucose. En conclusion, 2 molécules que nous appellerons des effecteurs contrôlent l'expression de l'opéron lactose, le lactose et le glucose. Voyons à présent comment procède la régulation de l'expression de l'opéron lactose au niveau moléculaire. Cette régulation s'opère au niveau de l'initiation de la transcription.
deux facteurs de transcription régulent l'initiation de la transcription de l'opéron. Un activateur appelé CAP régule l'accès de l'ARN polymérase au promoteur en fonction de la concentration en glucose. Un répresseur, appelé répresseur ou I ou LAC-I, contrôle l'accès de l'ARN polymérase au promoteur en fonction de la concentration en lactose. Ce schéma montre la séquence du promoteur de l'opéron lactose. Sont représentées par des traits verts, violets et rouges les zones du promoteur auxquelles viennent se lier les protéines CAP, ARN polymérase et répresseur. Ainsi, la protéine CAP se lie en amont du site de fixation de l'ARN polymérase. Quant au répresseur, il se lie dans la même région que l'ARN polymérase. Il y a un recouvrement des zones de fixation des deux protéines. Ainsi, la fixation du répresseur à l'ADN empêche la fixation de l'ARN polymérase et bloque la transcription. Le site de liaison du répresseur est appelé séquence opérateur ou O. Dans les diapos suivantes, nous allons voir plus en détail comment fonctionne cet activateur, cette protéine CAP, et comment fonctionne ce répresseur. Le répresseur de l'opéron lactose régule la transcription de l'opéron en fonction de la concentration en lactose dans le milieu de culture. Le répresseur est produit à partir d'un gène, LAC-I ou I, situé sur le chromosome bactérien juste en amont de l'opéron lactose. En l'absence de lactose dans le milieu de culture, le répresseur se lie à l'ADN au niveau du site opérateur ou O. L'ARN polymérase n'a presque pas accès au promoteur et la transcription est extrêmement faible. Lorsqu'on rajoute du lactose dans le milieu de culture, quelques molécules de lactose vont pénétrer dans la cellule et se lier au répresseur. Le répresseur se dissocie alors de l'ADN. Il n'est plus capable de se lier au site opérateur. L'ARN polymérase peut alors accéder au promoteur et la transcription a lieu. Petite précision ou plutôt petite correction, comme nous le verrons sur une diapo suivante, ce n'est pas le lactose qui va se lier au répresseur, mais une molécule issue du lactose que l'on appellera l'allolactose. Pour résumer, le gène LAC-I, qui est donc un gène régulateur, code pour un répresseur, qui est donc une protéine régulatrice. Cette protéine régulatrice se lie au niveau d'un site appelé LAC-O, LAC-O pour opérateur, et qui est donc une séquence d'ADN régulatrice. La répression de l'opéron implique donc une interaction protéine-ADN qui empêche physiquement la transcription par l'ARN polymérase des trois gènes de structure LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. Regardons d'abord la séquence située en bas à gauche de la diapo. Il s'agit de la séquence présente au niveau du site opérateur. Il s'agit en fait d'une séquence palindromique. En effet, les séquences bleues et roses de la partie gauche de la séquence sont inversement répétées
au niveau de la partie droite de la séquence. La séquence TG-TG, TG-AA-TT-GT, donc la séquence bleue suivie de la séquence rose, est le site de fixation pour une molécule de répresseur. Comme ce motif est répété une deuxième fois au niveau du site opérateur, deux molécules de répresseur peuvent venir se lier au niveau d'un site opérateur. Regardons à présent la partie droite de la diapo. La partie droite de la diapo représente le chromosome bactérien au niveau de l'opéron lactose. On a pointé le site opérateur noté O1, situé à proximité du promoteur. Comme vous pouvez le voir, un deuxième site opérateur appelé O2 est présent au niveau du gène LAC-Z de l'opéron lactose. Ce site O2 a à peu près la même séquence que le site O1. Et ce site O2 peut donc également lier deux molécules de répresseurs. Par conséquent, comme indiqué en bas à droite de la diapo, en l'absence de lactose, 4 molécules de répresseurs vont se lier au site opérateur O1 et O2. Et ces 4 molécules de répresseurs interagissent entre elles pour former un tétramère. Cette interaction provoque une boucle au sein du chromosome bactérien. On pense que cette structuration en boucle participe à l'inhibition de la transcription. Des expériences ont montré que si on introduit des mutations au niveau du site O2, que le répresseur ne peut plus se lier qu'au niveau du site O1, le niveau de base de transcription sera plus élevé. Donc le répresseur fonctionnera moins bien. La formation de ce tétramère et la régulation de l'opéron lactose par le tétramère apparaît rarement sur les figures montrant la régulation de l'opéron lactose. D'ailleurs, il était absent sur la diapo numéro 13. Sur cette diapo est représenté un tétramère de répresseurs. Les 4 molécules de répresseurs sont respectivement représentées en rouge, bleu, orange et vert. Sur chacune des molécules de répresseurs, on peut identifier 3 domaines. Un domaine de tétramérisation, qui permet donc la formation du tétramère. Un domaine de liaison pour l'allolactose. Chacun des monomères est capable de lier une molécule d'allolactose. Et un domaine de liaison à l'ADN. Ce tétramère a été représenté lié à de l'ADN. L'ADN est représenté en bleu foncé et blanc. 2 molécules du tétramère interagissent avec une région de l'ADN qui correspond à des opérateurs, et les 2 autres molécules du tétramère interagissent avec l'opérateur, avec l'autre séquence opératrice. La fixation du ligand, l'allolactose, provoque une modification de la structure tridimensionnelle du répresseur. On parle de transition allostérique. C'est ce que l'on voit sur la partie droite de la diapo. En l'absence d'allolactose, un dimère de répresseur interagit avec l'ADN, représenté en bleu. En présence d'allolactose, le domaine de liaison à l'ADN voit sa structure modifiée et n'interagit plus avec l'ADN.
Ce mécanisme allostérique a été mis en évidence en isolant des mutants du répresseur appelé LAC-IS. Ces mutants sont capables de lier l'allolactose. Cependant, la liaison du ligand n'entraîne plus de changement de conformation au niveau du domaine de liaison à l'ADN. Le répresseur muté reste lié à l'ADN, même en présence de la fixation de l'allolactose. Certains autres mutants LAC-IS ne peuvent pas lier l'inducteur, c'est-à-dire l'allolactose. Donc également, il n'y aura pas de changement de conformation. Comme on l'a vu sur les diapos précédentes, le ligand du répresseur n'est pas le lactose, mais l'allolactose. L'allolactose est produit à partir de lactose au cours d'une réaction de transglycosylation. Lorsque du lactose pénètre dans les cellules, une partie des molécules de lactose est convertie en allolactose et une autre partie des molécules de lactose sont hydrolysées en galactose et glucose, comme c'est indiqué sur la partie gauche de la diapo. Ces deux réactions, transglycosylation et hydrolyse, sont catalysées par la même enzyme, la bêta-galactosidase. C'est donc la bêta-galactosidase qui transforme le lactose en allolactose. La bêta-galactosidase est donc requise pour l'induction de l'opéron lactose. L'induction de l'opéron lactose ne peut avoir lieu que si la bêta-galactosidase est déjà présente dans les cellules en faible quantité. Par conséquent, l'expression de l'opéron lactose n'est pas nulle en l'absence de lactose. Même lorsque le répresseur est lié au site opérateur, une très très faible transcription a lieu. La protéine CAP est un activateur qui permet de réguler l'expression de l'opéron lactose en fonction de la présence ou de l'absence de glucose. En effet, le glucose est une meilleure source d'énergie que le lactose. Le glucose pénètre plus facilement dans les cellules et peut être plus efficacement métabolisé. Lorsqu'une bactérie est en présence des deux sucres, le glucose plus le lactose, elle consommera d'abord le glucose. Cette régulation implique donc une protéine que l'on appelle un activateur, donc une protéine régulatrice, un activateur, CAP, pour Catabolic Activator Protein. Cette protéine CAP vient se lier sur une séquence d'ADN régulatrice que l'on appelle la CAP binding site. Comment la protéine CAP a-t-elle un effet activateur? En l'absence de protéine CAP, le facteur sigma de l'ARN polymérase reconnaît mal le promoteur de l'opéron et s'y lie difficilement. En effet, si on compare les séquences -10 et -35 du promoteur de l'opéron lactose avec les séquences consensus définies pour ces régions, on observe qu'elles sont différentes sur plusieurs nucléotides. Cela explique la mauvaise reconnaissance du promoteur par le facteur sigma. La protéine CAP, liée en amont, interagira avec l'ARN polymérase et permettra son recrutement au niveau du promoteur. Comment l'activité de la protéine CAP est-elle régulée en fonction de la concentration en glucose?
En présence de glucose, la protéine Cap est inactive. Elle est incapable de se lier à l'ADN. La partie droite de la diapo décrit l'activation de la protéine Cap. Lorsque la concentration en glucose du milieu de culture est très faible ou nulle, une enzyme appelée adénylate cyclase est active dans les cellules. Cette enzyme transforme l'ATP en AMP cyclique. L'AMP cyclique se lie à la protéine Cap et l'active. La protéine Cap peut alors se fixer à l'ADN en amont du promoteur et recruter l'ARN polymérase. La régulation de l'activité de la protéine Cap par l'AMP cyclique est résumée sur le schéma de gauche. Si la concentration en AMP cyclique est élevée, la protéine Cap est active et il y aura transcription. C'est ce qui se passe en l'absence de glucose. Si la concentration en AMP cyclique est faible, la protéine Cap est inactive et il n'y aura qu'une très très faible transcription. C'est ce qui se passe en présence de glucose. Voici la structure tertiaire et quaternaire de la protéine Cap. Comme indiqué sur le schéma en bas à droite, la protéine Cap agit sous forme de dimère. On voit les deux monomères, l'un représenté en jaune et l'autre représenté en vert. Au sein de chaque monomère, on distingue plusieurs domaines. Un domaine de liaison à l'ADN, et sous forme d'hélice alpha, un domaine de dimérisation, et il existe également un domaine de liaison pour l'effecteur, l'AMP cyclique. Le dimère en interaction avec l'AMP cyclique est représenté en haut à droite. L'AMP cyclique est représenté par le petit trait rouge. Lorsque le dimère de protéine Cap se lie à l'ADN, il induit une courbure au niveau de la double hélice d'ADN. Cette courbure permet une fixation plus aisée du facteur sigma au niveau de la région promoteur. Cette diapositive récapitule les mécanismes de régulation de l'initiation de la transcription au niveau de l'opéron lactose. Il s'agit d'un exemple de contrôle combinatoire. En effet, la cellule doit intégrer deux signaux, le glucose et le lactose. Et ces signaux seront transmis à deux protéines régulatrices, l'activateur et le répresseur. L'objectif de ce contrôle combinatoire est d'exprimer l'opéron lactose uniquement lorsque le milieu de culture contient du lactose, mais pas de glucose. C'est en effet ce que l'on observe sur ce schéma. Si du glucose et du lactose sont présents dans le milieu de culture, aucune des protéines régulatrices ne sera liée au promoteur. La transcription sera très très faible. Si le milieu de culture contient du glucose, mais pas de lactose, le répresseur est lié au site opérateur. L'ARN polymérase n'a donc pas accès au promoteur et la transcription sera très très faible. Si le milieu de culture ne contient ni glucose ni lactose, la protéine Cap et le répresseur sont liés au promoteur. Le répresseur empêche la fixation de l'ARN polymérase et la transcription est très très faible. Enfin, si le milieu de culture ne contient pas de glucose mais uniquement du lactose, seule la protéine Cap est liée en amont du promoteur. Elle recrute l'ARN polymérase
et la transcription est abondante. Cette dernière diapositive donne les définitions de quelques termes importants. Un facteur de transcription est une protéine qui agit, qui régule la transcription. L'activateur est une protéine qui stimule l'initiation de la transcription. Le répresseur est une protéine qui réprime l'initiation de la transcription. L'opérateur est une séquence d'ADN proche du site d'initiation de la transcription sur lequel vient se lier le répresseur. Enfin, un effecteur allostérique est une molécule qui reflète l'environnement cellulaire et qui module la transcription en interagissant avec des répresseurs ou des activateurs. Par exemple, l'AMP cyclique. François Jacob et Jacques Monod ont pu déduire l'organisation et le fonctionnement de l'opéron lactose en étudiant une série de mutations affectant la synthèse de la bêta-galactosidase. Donc ce modèle de régulation a été élaboré uniquement à partir d'expériences génétiques. Pour induire l'expression de l'opéron lactose et mesurer l'expression de la bêta-galactosidase, les chercheurs ont utilisé les réactifs décrits sur cette diapositive. À gauche de la diapo est représenté l'IPTG. L'IPTG est un analogue du lactose. Cette molécule pénètre dans les bactéries et peut se lier au répresseur comme l'allolactose. Lorsque l'IPTG se lie au répresseur, le répresseur est inactif. L'IPTG est donc un inducteur synthétique de l'opéron lactose. Comme indiqué sur la diapo, l'IPTG n'est pas clivé par la bêta-galactosidase. Ce n'est pas un substrat de la bêta-galactosidase. Donc lorsque l'on rajoute cette molécule dans le milieu de culture, l'IPTG pénètre dans les cellules, mais n'est pas métabolisé. Sa concentration dans le milieu de culture diminue très peu. Par contre, lorsque du lactose est rajouté dans le milieu de culture, ce lactose est métabolisé par la cellule. Sa concentration diminue jusqu'à devenir nulle et à ce moment-là, il n'y a plus d'induction de l'opéron lactose. Donc l'IPTG, rajouté dans le milieu de culture ou sur des boîtes de pétri, permet d'avoir une induction constante de l'expression de l'opéron lactose. Sur la partie droite de la diapo est représentée la molécule X-gal. Cette molécule est un substrat de l'enzyme bêta-galactosidase. Lorsque la bêta-galactosidase métabolise ce substrat, il est converti spontanément en une molécule de couleur bleue. Cette coloration est utilisée pour le dosage de la bêta-galactosidase. Ceci est illustré au bas de la diapo. Deux boîtes de pétri contenant du X-gal et portant des bactéries ont été, pour l'une, complétées avec du glucose, mais en l'absence d'IPTG, et pour celle de droite, il n'y a pas de glucose, mais de l'IPTG dans le milieu de culture. Donc dans la boîte de pétri de gauche, il n'y a pas induction de l'opéron lactose. Il n'y a pas de bêta-galactosidase dans les cellules.
et donc le X-gal n'est pas métabolisé. Les colonies bactériennes sont blanches. Par contre, dans l'expérience de droite, l'expression de l'opéron lactose est induite, de la bêta-galactosidase est produite en grande quantité. Cette enzyme va transformer le X-gal en un produit bleu qui colore les bactéries. Parmi les mutants qui ont été isolés, certains affectent la régulation de l'expression de l'opéron lactose. On les appelle des mutants de régulation. Nous allons voir comment, grâce à l'analyse de ces mutations, on a pu élaborer le modèle de régulation négatif par le répresseur. Le tableau de cette diapo présente le phénotype de quelques mutants de régulation. La colonne 2 donne le niveau d'expression de la bêta-galactosidase en l'absence d'inducteurs, IPTG ou lactose. Le niveau d'expression est mesuré en rajoutant du X-gal. La colonne 3 donne le niveau d'expression de la bêta-galactosidase en présence d'inducteurs. Un moins indique qu'il n'y a pas de bêta-galactosidase, un plus indique que la bêta-galactosidase est exprimée. Regardons à présent les phénotypes des mutants. La première ligne correspond à une bactérie sauvage, donc un phénotype sauvage. En l'absence d'inducteurs, il n'y a pas ou très peu de bêta-galactosidase dans les cellules. En présence d'inducteurs, la bêta-galactosidase est induite et présente dans les cellules. LACP- est un mutant qui présente une mutation au niveau du site de liaison pour l'ARN polymérase. Celle-ci ne peut plus se lier au promoteur. Il n'y a pas de transcription possible. Et donc, en l'absence d'inducteur et en présence d'inducteur, la bêta-galactosidase n'est pas produite. Moins. LAC-OC est un mutant dans lequel le site de liaison pour le répresseur est affecté. Donc c'est une mutation au niveau du site opérateur. Comme vous le voyez sur le tableau, en l'absence d'inducteur, la bêta-galactosidase est déjà produite en quantité importante. Et bien sûr, en présence d'inducteur, la bêta-galactosidase est également produite. Le mutant LAC-I- affecte le gène codant pour le répresseur. Comme vous le voyez, ce mutant a le même phénotype que le mutant LAC-OC. En l'absence d'inducteur, la bêta-galactosidase est déjà produite en grande quantité et en présence d'inducteur, elle est également produite. Le dernier mutant du tableau est un mutant qui affecte le gène codant pour le gène LAC-I, donc le répresseur. Cependant, son phénotype est différent du précédent. En l'absence d'inducteur, la bêta-galactosidase n'est pas produite et en présence d'inducteur, la bêta-galactosidase n'est toujours pas produite. En fait, on peut répartir les mutants de régulation en deux classes. Des mutants que l'on appellera constitutifs, tels que LAC-OC et LAC-I-. Ce sont des mutants dans lesquels l'expression de l'opéron lactose est toujours présente.
et d'autre part des mutants non inductibles, tels que LACP- ou LACIS. Ce sont des mutants dans lesquels l'expression de l'opéron lactose n'a jamais lieu, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'inducteur. Par contre, les mutants constitutifs expriment l'opéron, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'inducteur. Le caractère récessif ou dominant d'une allèle mutée apporte des informations cruciales sur la nature de la mutation. Et dans le cas de l'étude de la régulation de l'opéron lactose, l'étude de ce caractère récessif ou dominant a permis de comprendre la fonction des éléments régulateurs du système. Cependant, la récessivité ou dominance d'une allèle ne peut s'étudier que dans un contexte diploïde. Or, la bactérie est un organisme haploïde. Aussi, les chercheurs ont généré des bactéries partiellement diploïdes, qu'on a aussi appelées des diploïdes partiels. Ces bactéries portent 2 copies de l'opéron lactose et du gène LACI. Une des copies est portée par le chromosome et l'autre est portée par un plasmide ou un épisome. Je vous rappelle qu'un épisome est un ADN circulaire qui se réplique de manière autonome comme le plasmide, mais qui en plus est capable de s'intégrer dans le chromosome bactérien. Sur ces diapos sont analysés 2 diploïdes partiels. On étudie la récessivité, la dominance des allèles LAC-I- et LAC-OC. Je vous rappelle que ces 2 mutants, I- et OC, présentent un phénotype constitutif. Les enzymes sont exprimées tout le temps. Commençons par l'analyse de LAC-I-. Dans le diploïde partiel, le chromosome porte une allèle I- et le plasmide une allèle sauvage I+. Le reste de l'opéron porte des allèles sauvages, comme indiqué pour le gène LAC-Z, Z+. Dans ce diploïde partiel, en l'absence d'inducteur, la bêta-galactosidase n'est pas exprimée. Par contre, elle est exprimée en présence d'inducteurs. Ce diploïde partiel présente donc un phénotype sauvage. On peut dire que l'allèle I+ impose le phénotype sur l'allèle I-. L'allèle I+ est dominante et donc l'allèle I- est récessive. Faisons la même analyse pour le mutant LAC-OC. Cette fois, dans le diploïde partiel, le chromosome porte une allèle mutée OC et le plasmide une allèle O+. Dans ce diploïde partiel, en l'absence d'inducteur, la bêta-galactosidase est exprimée. Les enzymes de l'opéron lactose sont exprimées. Et en présence d'inducteurs, ils sont également exprimés. Donc le phénotype de ce diploïde partiel est un phénotype constitutif. Cette fois-ci, c'est l'allèle OC qui impose le phénotype. Le diploïde partiel est constitutif comme l'haploïde OC. Donc l'allèle OC est une allèle dominante. L'allèle I- est récessive et l'allèle OC est dominante. Comment les généticiens ont-ils déduit des informations sur la fonction des gènes I et de la région O à partir de ces observations? Commençons par l'ACI. Et regardons la figure.
Sur le chromosome, on a une allèle LAC-I-. Aucun répresseur actif n'est produit. Sur le plasmide, on a une allèle I+. Des répresseurs actifs sont produits. Ces répresseurs sont des protéines qui diffusent dans la cellule. Ces protéines viennent se lier au site opérateur sur le plasmide, mais également au site opérateur sur le chromosome. Le répresseur bloque donc l'expression de l'opéron lactose sur le chromosome et le plasmide, en l'absence d'inducteur. Et lorsque de l'inducteur sera rajouté au milieu de culture, ces molécules de répresseurs se dissocieront des deux sites opérateurs. On aura induction de l'expression des opérons lactose. Donc l'élément LAC-I agit en trans. Il affecte l'expression des gènes localisés sur une molécule d'ADN différente. Il est produit par le plasmide et agit sur le chromosome. Et c'est cette observation qui ont fait dire aux généticiens que LAC-I codait pour une protéine qui réprime l'expression de l'opéron. Faisons la même analyse pour le mutant LAC-OC. Le chromosome porte une allèle OC et le plasmide porte une allèle O+. Par ailleurs, à la fois sur le plasmide et sur le chromosome, on a des allèles LAC-I+, donc du répresseur fonctionnel est produit à partir de ces deux allèles. Ce répresseur, en l'absence d'inducteur, ce répresseur vient se lier au site opérateur. Il pourra se lier au niveau du site opérateur du plasmide, mais il ne pourra pas venir se lier au niveau du site opérateur du chromosome, puisque ce site est muté. Donc, en l'absence d'inducteur, dans la cellule, de la bêta-galactosidase sera produite à partir de l'opéron lactose présent sur le chromosome. En présence d'inducteur, le répresseur se dissocie du site opérateur présent sur le plasmide et à présent, l'expression est également possible à partir de l'opéron présent sur le plasmide. Mais donc ça signifie que ce diploïde partiel est un mutant constitutif. De la bêta-galactosidase sera produite en présence et en l'absence d'inducteur. Comment l'interprète-t-on? La présence d'une allèle O+ sur le plasmide est cette fois-ci incapable de corriger la mutation présente sur l'allèle OC. Elle n'a pas d'effet sur l'allèle OC présente sur le chromosome. Donc l'élément LAC-O est un élément qui agit uniquement en cis. Il affecte l'expression des gènes localisés uniquement sur la même molécule d'ADN. Donc l'élément O ne code pas pour une protéine diffusible. L'élément O est simplement une séquence d'ADN régulatrice. Faisons l'analyse génétique d'un dernier mutant, LAC-IS. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un mutant non inductible. L'expression de l'opéron lactose n'a pas lieu ni en présence ni en l'absence d'inducteur. Cette mutation affecte le site de fixation pour l'effecteur allolactose ou IPTG. Considérons un diploïde partiel porteur d'une allèle IS sur le chromosome
et d'une allèle I+, sur le plasmide. En l'absence d'inducteur, du répresseur est produit à partir de chacune de ces allèles. Dans la cellule, on aura un mélange de molécules de répresseurs sauvages et de molécules de répresseurs appelées RS, donc porteurs d'une mutation. Ces répresseurs peuvent se lier au site opérateur sur le chromosome et le plasmide. Et indifféremment, ce sera soit le répresseur RS ou le répresseur sauvage qui se liera au site opérateur. Il n'y a donc pas d'expression en l'absence d'inducteur. Que se passe-t-il lorsque de l'inducteur est rajouté au milieu de culture? Le répresseur sauvage lie l'allolactose ou l'IPTG. Ce répresseur devient inactif et se dissocie des sites opérateurs qu'il occupait. Le répresseur RS, lui, est insensible à l'effecteur IPTG ou allolactose. Donc, si les sites opérateurs étaient par exemple occupés par des répresseurs sauvages, lorsque les répresseurs sauvages se dissocieront des sites opérateurs parce qu'ils ont fixé l'effecteur, ces sites opérateurs vont rapidement être occupés par le répresseur RS qui, lui, est insensible à l'effecteur. Et donc, en présence d'inducteurs, on aura toujours une inhibition de l'expression. L'opéron lactose ne sera pas induit ni à partir du chromosome, ni à partir du plasmide. Le diploïde partiel se comporte donc comme un mutant non inductible. Et donc l'allèle IS est une allèle dominante. Cette dernière diapo résume les informations obtenues par l'analyse génétique de mutations de régulation affectant l'induction par le lactose. Donc on a identifié deux types de mutations, des mutations affectant le gène O, ou en tout cas la région O, et des mutations qui affectent le gène LAC-I. Les mutations O, qu'on appelle mutations OC, résultent donc d'une mutation au niveau de la séquence opérateur. Ces mutations sont constitutives car le site opérateur ne pourra plus lier le répresseur. Et la mutation OC agit en cis car elle n'affecte que l'expression des gènes de structure qui lui sont contigus. En ce qui concerne les mutations du gène LAC-I, elles peuvent être soit constitutives, soit non inductibles. Les mutations constitutives résultent généralement de mutations au niveau du gène LAC-I qui ne permettent pas la production de répresseurs fonctionnels. Il n'y a pas de molécule de répresseur capable de se lier au site opérateur. Les mutations non inductibles sont généralement des mutations dans lesquelles du répresseur est produit, mais ce répresseur porte une mutation qui, par exemple, dans le cas du gène LAC-IS, ne permet pas à cet répresseur de lier l'allolactose. Les mutations OC et les mutations IS sont des mutations dominantes, alors que la mutation I- est une mutation récessive.